Bonjour mes chéris, Marie-Josée Saint-Laurent notaire, pas ordinaire, comme à tous les mercredis matins, je réponds à vos questions en direct ici et je réponds aux questions aussi qui m'ont été envoyées avant aujourd'hui. Et pour ceux et celles qui ne sont pas familières avec ce que je fais, écoutez, je vous invite à visiter ma page Facebook Notaire pas ordinaire où vous pourrez voir ce que je fais et aussi vous pouvez partout où c'est possible de le faire, me poser vos questions en privé aussi. Et c'est ces questions-là auxquelles je réponds ce matin. Question de Marianne qui habite à Venise en Québec. Ça m'a toujours intrigué ce nom de ville-là. Venise en Québec. Hein? On les voit-tu, les petits voiliers, là, Venise en Québec? On ne sait pas trop c'est quoi qui se passe. Sa question. Si j'ai eu un enfant avec mon conjoint de fait et que celui-ci décède sans testament, est-ce que c'est moi qui hérite de ses biens? La réponse, c'est non. Parce que les conjoints de fait n'existent pas au Québec. Donc, vous êtes des étrangers et ce sera votre enfant commun qui héritera. Et si lui en a d'autres aussi ailleurs, des enfants, ce sont ces enfants qui vont hériter en totalité. La façon de contrer ça, c'est de faire un testament et idéalement un testament devant notaire, d'où la raison pour laquelle je vous parle ce matin parce que je suis notaire dans la vie. Donc, un testament, ça vient justement pallier au fait que la loi ne considère pas, la loi, je parle du Code civil, ne considère pas les conjoints de fait, je dis le Code civil, parce que toutes les autres lois qu'on appelle les lois statutaires, donc la loi de l'impôt, la loi des REER, etc., pour l'application de ces lois-là, ces lois-là vous considèrent comme mariés à des conditions par contre. Alors voilà pour Marianne de Venise en Québec. Nicole de Batiscan. Batiscan, ça me fait penser au Vatican, moi. Boule pape et tout, là. Nicole. Si je deviens inapte, est-ce que mon mandat d'inaptitude s'applique tout de suite? Non. En fait, on a besoin, même notarié, là, contrairement au testament notarié qui n'a aucun besoin de formalité précise pour qu'il soit en vigueur, le mandat d'inaptitude, qu'il soit notarié ou sous forme de formulaire acheté en librairie ou autre forme, il devra être homologué par la Cour. Parce que l'idée, c'est qu'une personne étant devenue inapte, et on sait que l'inaptitude devra être constatée par un médecin au moyen d'une évaluation médicale et par une travailleuse ou un travailleur social au moyen d'une évaluation psychosociale. Donc, ces deux évaluations-là, si elles sont sans équivoque, nous donnera l'idée que la personne elle est devenue inapte et à partir de là, la personne devient comme une roche. Moi, j'aime beaucoup cette image parce qu'une roche, ça respire pas, ça fait plus rien. C'est sûr que la personne n'a pas respire, on s'entend, mais on comprend que une roche, ça n'agit pas vraiment beaucoup. Et c'est ça. Alors, mais la roche a besoin de soins, elle a besoin de quelqu'un pour gérer ses affaires. C'est pourquoi on fait un mandat d'inaptitude. Mais pour que le mandataire soit en fonction, ça prend une requête d'homologation de mandat où on présente au juge le mandat. Avant toute chose, on va avoir fait la recherche de mandat à la Chambre des notaires du Québec et au Barreau du Québec pour s'assurer et démontrer au juge que c'est le dernier mandat qu'on a dans les mains qui a été fait. Et avec les évaluations médicales et psychosociales pour démontrer au juge qu'on est rendu là. Donc, l'homologation, elle est nécessaire. Et suite à ça, le jugement en homologation obtenu, le mandataire sera en fonction. Je sais que ça peut paraître ardu comme procédure, mais c'est pas si pire que ça. Olivier de Lac-Poulain. Aucune idée c'est où Lac-Poulain. On salue les gens du Lac-Poulain. Je vis actuellement en union libre, ou union de fait, c'est pareil. Nous avons acheté une maison moitié-moitié. Je souhaite me séparer en continuant à payer ma part de l'emprunt le temps de vendre cet immeuble. Donc, je suis fort désolée pour vous de cette séparation, mais vous la souhaitez. Je considère que vous devez être mieux séparés qu'ensemble.
Première question d'Olivier. Doit-on penser à un document notarié et si oui, de quelle nature doit être ce document dans lequel je m'engage à assurer le paiement de ma part et des frais inhérents au domicile, donc l'eau, l'électricité, taxes foncières? Ben, écoutez, c'est sûr que vous êtes copropriétaires l'un l'autre, donc vous êtes des partners en bon québécois, donc d'un bien en commun, ça c'est ce que je peux vous dire. Donc, il n'y a pas d'acte à faire parce que vous êtes déjà propriétaire 50-50. Donc, au niveau du droit de propriété et de l'emprunt, au niveau de l'emprunt hypothécaire, vous êtes solidairement responsable avec, là, je ne sais pas si c'est un conjoint ou une conjointe, mais admettons que c'est une conjointe. Donc, vous êtes solidairement responsable. Donc, l'institution financière peut aller récupérer la totalité du versement dans les mains de l'un ou de l'autre en cas de défaut. Je vous avais une deuxième question. Considérant que je n'habiterai plus l'immeuble, qui de nous deux a le plus de responsabilités vis-à-vis notre maison et qui peut voir à sa vente? Mais il n'y a personne qui a plus de responsabilités que l'autre. Écoutez, puis vous avez une troisième question, puis je vais y venir aussi. Si nous vendons, pourrais-je en retirer une part plus importante, étant donné que j'ai toujours payé l'entretien et les réparations seules? Bien, tout ça, là, Olivier du Lac-Poulain, je te dis que, mon Dieu, je suis rendue que je te tutoie. On dirait que ça me tente. Olivier, j'ai déjà un signe que tu dois être plus jeune que moi. Non, pas que je suis vieille, là, je ne viendrai jamais vieille de toute façon. Âgée, oui, mais pas vieille. Donc, écoutez, dans votre situation, il faut faire une distinction entre votre statut de propriétaire, de copropriétaire et le statut de locataire, parce que je comprends que la conjointe va demeurer dans la propriété le temps qu'elle soit vendue. Ben, il faut traiter ça. Moi, je vous conseillerais de traiter ça. Donc, au niveau de la propriété, vous devriez continuer à payer 50-50 l'immeuble, comme si vous en étiez propriétaire sans l'habiter. Et la personne qui habite dedans, ben, elle devrait payer un loyer qui sera déposé dans le compte conjoint servant, parce que de toute façon, s'il avait été vendu, la conjointe ou l'ex-conjointe habiterait ailleurs. Moi, c'est ce que j'aurais tendance à vous dire. Et à ce moment-là, ça règle toutes vos questions. Donc, en résumé, s'il y en a un des deux qui demeure dans la propriété malgré la séparation et que vous êtes copropriétaire encore de l'immeuble, ben vous êtes copropriétaire d'un immeuble, vous devez respecter les obligations en tant que propriétaire 50-50 parce que vous êtes propriétaire 50-50 et la personne qui habite l'immeuble comme locataire, elle doit soit payer un loyer, et aussi les dépenses locatives, donc l'électricité, le chauffage, c'est un peu la même chose, le téléphone, le câble, Internet, ces trucs-là, mais toutes les dépenses inhérentes à l'immeuble, taxes foncières, assurance habitation de l'immeuble, le locataire devant assurer son contenu, ben, toutes les dépenses reliées à l'immeuble devraient continuer en fait à être payées à deux en tant que copropriétaire. J'ai-tu du monde avec moi pour encore qui me pose des questions en direct? Je regarde un petit peu pour être sûre. Et je salue aussi tous ceux qui sont là en direct sans me poser de questions. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à me regarder. Et si vous n'êtes pas en direct, ben je vous salue quand même parce que vous me regardez en différé. Patrick de Beaumont. Malgré une très bonne relation, je n'apparais pas sur le testament de mon père et sa nouvelle conjointe ne veut pas que je voie le testament. Ai-je le droit, en tant que fils unique, de voir le testament de mon père? Et si oui, par quels moyens? Quels sont mes recours? Là, malheureusement, Patrick, je ne sais pas si votre père est décédé, donc ça fait une différence. C'est sûr que si votre père est encore en vie, personne n'est obligatoirement obligé de voir ce testament-là. Si par contre, ben, votre père il peut le montrer à qui il veut, c'est lui qui décide. Le notaire ne peut pas montrer ça à personne parce que c'est confidentiel. Donc, le notaire ne pourra sortir une copie du testament que si la personne elle est décédée et que le notaire a une preuve du décès de cette personne-là ou à la personne elle-même qui a fait ce testament-là. Si votre père est décédé, ben à ce moment-là, écoutez, c'est sûr que, bon, vous êtes fils unique, puis lui a une nouvelle conjointe, ben oui, vous avez le droit de voir le testament parce que vous êtes un successible. La différence entre un successible, un héritier et un légataire, c'est qu'un successible, vous seriez héritier si votre père n'avait pas fait un testament. C'est ça un successible. Ce sont les gens qui sont énumérés dans le Code civil
On appelle ça la dévolution légale. Donc, si on n'a pas de testament, c'est la loi qui décide des héritiers. Dévolution légale, donc vous êtes des successibles. Et le notaire qui est mandaté pour régler la succession de votre père devra, si vous en faites la demande, vous donner la copie du testament de votre père, bien évidemment, si votre père est décédé. Alors voilà. Richard de Saint-Basile. Mon conjoint et moi ne sommes pas mariés. Nous avons fait notarier. Moi, j'aime ça quand le monde dit faire notarier. Parce que notarier, ça ne peut pas être le verbe, mais on est bon au Québec pour j'aimerais dire verbier. Je viens d'en inventer un. Alors, on doit faire des verbes avec des mots. Hein? C'est ça. J'en ai plein d'autres dans la tête, mais je ne peux pas les dire parce que c'est des gros mots. Donc, notarier nos testaments pour régler les questions d'héritage et tuteur de nos enfants, mais nous n'avons pas de mandat en cas d'inaptitude. Vous avez 3 questions, Richard. La première, quels sont les problèmes possibles en cas d'inaptitude vu que nous ne sommes pas mariés? Que vous soyez marié ou pas n'a pas d'importance parce qu'au Québec, un mandataire doit être, existe en fait si on l'a mandaté. Donc, ça prend un mandat d'inaptitude pour qu'une personne agisse pour une autre personne qui est devenue inapte. Mandat notarié ou pas. Alors, moi, je vous conseille fortement, bien sûr, de faire un mandat d'inaptitude notarié. J'ai un beau programme en ligne disponible sur mon site Internet à ce sujet. Deuxième question de Richard. En cas d'accident, qui aurait la décision finale sur mes soins et refus d'acharnement, mes parents ou mon conjoint? Bon, c'est là, on parle plus de, ben, si on veut, pas l'aide médicale à mourir, parce que ça, c'est vraiment que vous qui pouvez refuser des soins par une procédure spécifique à ça. Ça aussi, j'ai un programme en ligne là-dessus. Donc, la loi vous permet de refuser des soins et oblige le médecin à vous écouter. Mais là, on parle plus de, bon, vous arrivez à l'hôpital, vous êtes vous êtes sur le bord de partir, puis vous voulez pas, bon, c'est sûr, le refus d'acharnement, ça se fait par l'aide médicale à mourir, on n'en sort pas. Donc, c'est un document notarié que vous pouvez faire, dans lequel vous refusez les soins comme la réanimation cardio-respiratoire, la ventilation assistée, la dialyse, l'alimentation artificielle ou forcée et l'hydratation artificielle ou forcée. Mais les soins aussi, ben ça dépend. Bon, si vous n'avez pas fait ça, il y a des médecins qui quand même jasent avec la famille pour voir qu'est-ce qu'on fait et tout ça. Mais pour répondre à votre question, en fait, je vais répondre à la question suivante. Qui peut jaser avec le médecin? Ben, c'est votre conjoint, vos parents, en fait, tous vos proches peuvent jaser avec le médecin et discuter de votre état de santé sans problème. Dernière question de Richard. Est-ce que mon conjoint pourrait devenir mandataire de mes biens et décider quoi faire avec notre maison dont nous sommes les 2 propriétaires? Oui, mais il faut le nommer. Donc, vous devez, si telle est votre volonté, de faire en sorte que votre conjoint vous remplace dans les décisions importantes sur vos biens et sur votre personne, dans l'éventualité de votre inaptitude, vous devez faire un mandat d'inaptitude. Et si vous voulez être maître de votre destinée et mourir en toute dignité, on parle de l'aide médicale à mourir et ça aussi, vous devez faire un document notarié. Et donc, je vous réfère à mon site Internet où les programmes en ligne sont disponibles pour vous. Ce sont des courtes vidéos où je vous explique en long, en large et en travers tout ça avec un petit questionnaire à la fin pour vous aider à vous faire une tête sur toutes ces questions. Serge de Saint-Gilles. Je suis le seul héritier de ma famille. De ma famille. Qu'est-ce que je raconte? Je dis n'importe quoi. Je suis le seul héritier de ma femme en vertu d'une clause testamentaire dans notre contrat de mariage. Cette clause-là s'appelle une institution contractuelle. Ça, c'est le nom savant. Et communément appelée la clause dernier vivant les biens. Sa succession ne comporte aucun immeuble, ni bien de valeur, ni placement, seulement des effets personnels. Première question. Est-ce que je suis tenue de publier un avis de désignation de liquidateur, un avis de clôture d'inventaire et un avis de clôture du compte de liquidateur ou RDPRM? Vous, là, vous avez lu le petit livre qui donne au salon funéraire. Ça, là, j'en suis persuadée. Ben, je vous dirais que non. Premièrement, arrêtez de lire ça, vous allez vous rendre fou.
Parce que ce livre-là, il est trop complet. Écoutez, ça prévoit tout. Puis il y en a qui prennent ça pour du cash, puis bite de book, il faut faire ça à tout prix. Non. Surtout pas dans votre cas. Là, ce que je comprends, c'est que votre femme est décédée, Serge, et je vous offre mes sympathies. Et non, vous n'êtes pas obligé de faire tout ça. Pourquoi? Parce que vous êtes le seul héritier. Là, je comprends que, ben c'est ça, c'est qu'il y avait la clause dernier vivant les biens. Votre épouse, elle est décédée et vous êtes le seul héritier. Donc, vous êtes liquidateur de par votre qualité d'héritier. Donc, c'est le Code civil qui dit ça. Il n'y a aucune désignation à faire. Le notaire, ben, en plus, elle a juste des effets personnels. Elle n'a même pas de biens immeubles et tout ça. Donc, le notaire préparera une déclaration d'hérédité. C'est un acte notarié où on raconte l'histoire. Donc, votre conjointe était votre conjointe, vous étiez mariés, contrat de mariage, clause d'institution financière, d'institution contractuelle, vous êtes le seul héritier, blablabla. Alors, on descend tout ça et vous pourrez remettre à ce moment-là ce document-là à toute personne qui en fait la demande, donc institution financière, compagnie d'assurance, les impôts, etc. Donc, ça sera à ça que servira cet acte de déclaration d'hérédité. Et c'est simple, c'est tout. Et le notaire procédera aussi à la recherche testamentaire pour s'assurer qu'il n'y a pas d'autres testaments, même si vous vous jurez dur comme fer que votre femme, elle n'a pas fait d'autres, on n'a pas le choix. Donc, oui, vous avez une deuxième question parlant de recherche testamentaire. Vous dites, ou bien est-ce possible de seulement obtenir les recherches testamentaires, faire les impôts et obtenir les certificats de décharge et de distribution des biens auprès des gouvernements? Effectivement. Donc, recherche testamentaire, déclaration d'hérédité du notaire et faire les certificats de décharge. C'est la quittance du... on dirait que mon Internet bloque un petit peu. C'est la quittance totale des deux paliers de gouvernement pour s'assurer que votre femme n'a pas fait d'erreur dans ses déclarations de revenus antérieures et que vous ne serez pas tenu responsable de ses dettes d'impôts. Voilà. Alors, c'est tout ce que vous avez à faire, Serge. Thérèse de Mirabel. Je viens d'emménager dans une nouvelle maison. Bravo, félicitations. Le bonheur total, sauf que je me pose plusieurs questions concernant mon testament. Première question de Thérèse. Si j'ai changé de maison depuis le dernier testament, dois-je obligatoirement faire changer l'adresse de celle-ci dans le testament? La réponse, c'est non. L'adresse n'est qu'à titre indicatif. Je m'excuse, il faut que je tousse. Pardon. N'est juste à titre indicatif, mais vous devez quand même aviser votre notaire que vous avez changé d'adresse pour être sûr qu'il sache où vous rejoindre. Je t'ai tout fait noir. Pardon, j'ai un chat dans la gorge qui graffigne. Martine, tu peux-tu m'emmener une bouteille d'eau, s'il te plaît? Regarde juste dans la pièce à côté. Je m'excuse, mon Dieu Seigneur, en direct, hein, c'est le fun. Autre question de Thérèse. Si oui, combien ça coûte? Est-ce que ça devient un codicile? Bon, effectivement, c'est un codicile quand on veut faire une modification d'un testament. La bouteille d'eau sort bien. Ah, mon Dieu Seigneur, c'est donc bien fine. Merci infiniment. La magie des assistantes. Et c'est de l'OSK. Et voilà, l'OSK, c'est l'eau de chez nous. Amos, robinet, c'est notre eau. Actuellement, un petit peu de chlore dedans, par exemple. C'est pour ça qu'on a bonne bouteille. Mais ça sent bien, on va tout régler ça. Alors, je prends une gorgée, je m'excuse. Mon Dieu Seigneur, ça déborde de partout, c'est de toute beauté. Alors, on continue. Ça a quasiment pas paru. Donc oui, je disais le codicile, effectivement, un codicile, c'est une modification au testament. C'est quand on veut faire des modifications mineures. Changement d'un liquidateur, changement d'un tuteur pour les enfants, ajouter un legs particulier, on veut léguer notre chien à la voisine. Donc des choses comme ça, ça se fait effectivement par codicile. Combien ça coûte? Je ne peux pas parler pour les autres notaires, mais ça coûte à peu près la moitié des honoraires d'un testament. Dernière question pour Thérèse. Une amie dont le père avait connu plusieurs adresses avant son décès me dit que pour l'instant, c'est sans importance, mais que dans la demande de recherche testamentaire, il faut fournir toutes les adresses de la personne décédée avec les années correspondantes. Est-ce vrai? Votre amie, elle est très informée, mais ça, c'est dans le cas où la personne décède sans testament. Effectivement, pour s'assurer que la personne n'a pas de testament, il faut faire la recherche testamentaire à la Chambre des notaires du Québec. Si on n'a pas dans les mains la copie du testament, ça ne veut pas dire que la personne n'en a pas fait un, mais c'est juste qu'on n'a pas la copie.
À ce moment-là, le registre des testaments de la Chambre des notaires et du Barreau du Québec vont nous poser un paquet de questions, les emplois de la personne décédée, oui, ses adresses antérieures, dans quelle ville elle a habité, tout ça, pour avoir les informations. Violette de Wotton, W-O-T-T-O-N. Moi, mon cerveau, il voit moton. On vire le W à l'envers, ça fait moton. Je suis désolée pour les gens de Wotton. Moi, mon cerveau, tu sais, des fois, il voit des affaires. Que voulez-vous? Puis moi, ben, je vous le dis. Hein? Je partage. Question de Violette. À la suite d'une fusion entre municipalités, plusieurs résidences changent finalement d'adresse et ça me pose problème. Ça, je vous comprends, là. On change d'adresse sans déménager, là. C'est ordinaire. Première question. Si dans mon testament, il est écrit que je laisse ma maison sise à telle adresse et que cette dite adresse a changé depuis mon testament, dois-je refaire... Mon Dieu, vous avez la même question que Thérèse. Dois-je refaire mon testament en précisant la nouvelle adresse et si automatiquement la maison ira à celui à qui je la laissais, même si l'adresse est changée? Bon, OK, là, vous avez un bout... Le dernier bout de la question est intéressant. Non, pas que le début n'était pas intéressant, mais parce qu'on l'a jasé avec Thérèse tout à l'heure. Donc, la question, c'est si vous léguez votre maison à votre... à peu n'importe qui, hein? N'importe qui, mais qu'on donne l'adresse de la maison dans votre testament, ça dépend comment c'est rédigé. Parce que si on dit, je lègue, mettons, la maison que je posséderai à mon décès, moi, c'est souvent comme ça que je l'écris, justement, pour ne pas être obligé de refaire un testament à chaque fois qu'on déménage. Si c'est ça, bien, ça sera la maison que vous posséderez à votre décès. Si par contre, vous dites, je lègue à une telle ma maison située à telle adresse, bien là, si vous ne l'avez plus, cette maison-là, effectivement, il faut faire un codicile pour venir changer l'adresse de la maison parce que vous ne l'avez plus. Donc, en n'ayant plus cette propriété-là dans votre patrimoine, bien, ce legs-là tombe caduc. Donc, ça dépend comment c'est rédigé. Et vous aviez une deuxième question, Violette. Un notaire nous a dit qu'on devrait refaire une partie du testament pour y indiquer la nouvelle adresse de la maison et qu'on devait payer 250 $ juste pour modifier l'adresse. Je trouve ça exagéré. Qu'en pensez-vous? Moi, ça me fait rire quand vous dites « je trouve ça exagéré » juste pour changer d'adresse. Oui, vous pouvez le voir de même. C'est juste pour changer d'adresse, mais c'est pour changer un legs particulier important. Une maison, c'est important, là. Puis on veut vraiment la donner à cette personne-là. Moi, je trouve que c'est pas juste changer une adresse, c'est pour modifier un legs particulier d'un bien important, on parle d'une maison, à une personne qui est probablement importante pour vous, si vous voulez lui léguer votre maison. Et oui, 250 $, c'est pas mal ça, en tout cas pour moi, que ça coûte pour faire un codicile. Xavier de Val-d'Or, ça c'est pas loin de chez nous. Question. On a acheté une maison en 2015, sauf que je l'ai enregistrée juste à mon nom, vu que ma femme était femme au foyer. Aujourd'hui, je désire la faire mettre à nos deux noms, ce qui fait que je me questionne. Première question de Xavier, comment faire pour que ma femme devienne également propriétaire de notre maison? Moi, j'ai une question avant ça. Qui la paye en réalité, cette maison-là? Hein? Moi, j'ai pour mon dire que les contrats doivent refléter la réalité. Donc, normalement, si elle payait avec vous, ça devrait être aux deux noms. Puis là, je comprends qu'elle est femme au foyer, si elle n'a pas de sous, c'est un cadeau que vous y faites. Vous avez le droit, là. Vous avez le droit. Puis si c'est ça la réponse, c'est correct. Donc, comment on fait? Ben moi, j'ai une autre question. Est-ce qu'il y a une hypothèque sur cette propriété-là? Parce que ces questions-là, il faut vous les poser parce que ça va changer la nature du contrat qu'on va faire. Si cette maison-là est claire, donc en bon québécois, vous l'avez payée en totalité et vous ne devez plus rien, ça sera une cession ou une donation que vous pourrez faire à votre conjointe et il n'y aura pas d'impact fiscal parce que c'est une résidence principale, c'est exonéré d'impôts et aussi c'est en faveur de votre femme, donc ça aussi, il y a une exonération. Par contre, s'il y a une hypothèque, ben là, on fait une cession avec assumation d'hypothèque. Donc oui, vous donnez une maison à votre femme, mais vous donnez la dette qui vient avec, en fait la moitié de la dette qui vient avec si vous lui cédez 50% de votre droit de propriété. Autre question de Xavier, dans les différentes possibilités, s'il y en a plusieurs, y en a-t-il une qui soit peu coûteuse? Je ne suis pas millionnaire. Moi non plus, Xavier, je ne suis pas millionnaire. Le seul point en commun entre notaire et millionnaire, c'est que ça rime.
Et voilà, on ne sortira pas le Kleenex. Non, non. OK. Il y en a, coûteuse. C'est sûr que, je vais parler pour moi encore là, je ne parle pas pour les autres notaires. Si c'est une donation ou une cession d'une maison qui est claire à vous, ça coûte moins cher qu'une cession avec assumation d'hypothèque parce qu'il faut faire signer l'institution financière, tout ça. Donc, c'est un petit peu plus coûteux, mais la différence n'est pas très grande entre les deux. Dernière question pour Xavier. Certains me disent que c'est parfaitement inutile et qu'elle est quand même propriétaire avec moi. Qu'en pensez-vous? Ben, j'en pense que, écoutez, le mariage ne donne pas un droit de propriété dans un bien parce que le régime de la communauté de biens n'existe plus au Québec. J'ai un feeling que vous êtes mariés sans contrat de mariage. Alors, écoutez, ça va donner un droit de créance en cas de séparation. Le mariage, ça protège les gens. En cas de séparation, ça donne un droit de créance de par le patrimoine familial et de par le régime matrimonial si on choisit la société d'acquet, donc en faveur du conjoint ou de la conjointe qui est laissé. Mais ça ne donne pas un droit de propriété à une personne, donc très important de faire cette distinction-là. Dernière question en ce mercredi matin. Et mon Dieu, curieusement, il n'y a personne qui est venu me voir pour me poser une question en direct encore. Mais qu'à ce ne tienne, je sais, je vous vois, je sais qu'il y en a plein qui sont là et je vous salue très certainement. Puis si vous n'avez pas de questions, bien, tant mieux, c'est parce que votre vie va très bien, puis c'est parfait comme ça. Alors, donc, Yannick de Matapédia. Matapédia. Je pense que j'ai un feeling que c'est très loin d'Abitibi, ça. Célibataire endurci à 51 ans. C'est votre choix. Je n'ai pas encore fait de testament. J'ai une assurance vie, une assurance santé et une assurance salaire. Si je décède, ma mère héritera des sommes amassées car j'ai mis tout ça à son nom. C'est parfait comme ça, Yannick. Écoutez, votre mère, c'est la femme la plus importante de votre vie, puis vous lui donnez tout. C'est extraordinaire. Première question de Yannick. Étant donné que je n'ai pas de testament, est-ce que quelqu'un d'autre pourrait essayer d'avoir cet argent, même si j'ai mentionné le nom de ma mère pour ses assurances? Ben, écoutez, quand on nomme une personne bénéficiaire de votre assurance vie, ça s'en va directement au bénéficiaire. Et il n'y a personne qui peut changer ça. La seule personne qui peut changer ça, c'est vous. Donc, par votre testament, vous pouvez modifier soit directement dans votre assurance vie à l'aide de votre courtier d'assurance, de votre conseiller en sécurité financière, qui va faire la modification avec un avenant, qui est une modification, un peu comme un codicile pour un testament, mais vous n'avez pas besoin de notaire pour faire ça, ou vous faites une modification de bénéficiaire dans votre testament. Donc, d'une façon ou de l'autre, ça sera la personne que vous déciderez. Dans votre cas, vous avez dit que c'était votre mère, c'est parfait. Et deuxième question, comme je ne possède rien d'autre, devrais-je quand même faire un testament et la mettre comme héritière? Certainement, parce que c'est pas vrai qu'on n'a rien en vie. Écoutez, on a tous un compte en banque et vous avez des vêtements, des bijoux, un set de cuisine. Bon, hein, vous savez plus que moi ce que vous possédez. Et tout ça doit aller à quelqu'un. Bon, vous dites que vous êtes célibataire. Si vous n'avez jamais de conjointe de conjoint de conjointe, les deux se peuvent. Puis là, on s'entend qu'il faut habiter ensemble au moins 1 an avec un enfant ou 3 ans sans enfant. Donc, si vous ne qualifiez pas comme conjoint de fait, puis que vous ne vous mariez pas parce que j'ai un feeling que ce n'est pas dans vos visées, et qu'à votre décès, ben, il y a votre mère, puis mettons vos frères et sœurs. Ben, oh non, vous avez dit, vous étiez, je sais plus. Puis là, j'ai plus ma carte. Regarde, hein, j'ai tout placé mes cartes d'avance, là, puis là, je me fais pogner les culottes baissées, là. Yannick, t'es-tu enfant unique, toi? Oh, on le sait pas. On le sait pas. Bon, si Yannick, t'es enfant unique, bon, je viens de tutoyer Yannick. C'est le même. Ben, ça sera ta mère qui héritera de tout. Si par contre, tu as des frères et sœurs, ben, ça sera moitié-moitié entre ta mère et tes frères et sœurs. Voilà. Et s'il y a des frères ou des sœurs qui sont décédés, qui ont des enfants, la part du frère ou de la sœur décédée s'en ira à ses propres enfants, donc à tes neveux et nièces. Voilà, c'est ça. On appelle ça la dévolution légale. Et si tu ne fais pas de testament, donc oui, il faut faire un testament parce que, je dis toujours aux gens, la loi vous donne l'opportunité de décider à qui vont vos biens.
Hein, la question à se poser, c'est qui mérite de recevoir ce pourquoi vous avez travaillé toute votre vie? Si c'est votre mère, aucun problème avec ça. Mais il faut s'entendre que mon Dieu, que c'est dur à dire ce mot-là. Statistiquement, votre mère va décéder avant vous. Donc, puis si vous voyagez avec votre mère, puis vous avez tous les deux un accident, puis vous mourrez tous les deux dans le même événement, mais là, c'est autre chose. Hein? Donc, voilà. Alors, c'est tout pour cette chronique juridique en ce matin neigeux. Hein? Et, écoutez, je vous remercie d'avoir été là. Il y a des gens qui me disent bonjour, Madame Monique, Madame José Legault, c'est mon amie d'enfance. Ça fait 46 ans qu'on se connaît, c'était sa fête hier. Bonne fête, José, encore un temps, on s'est parlé, mais bonne fête encore, je t'aime. Merci pour les autres aussi d'être présentes. Et, attends un peu, y a-t-il d'autres choses? Non, c'est beau, tout le monde me souhaite bonne journée, je suis non heureuse, moi. Je vous invite à consulter mon site internet marie-josée-saint-laurent.com. Sur ce site, je vous offre des programmes en ligne qui vous aident à vous faire une tête sur le testament, le mandat d'inaptitude, l'aide médicale à mourir, le mariage, autant la célébration que ce qu'il faut savoir avant de se marier, les règlements de succession si malheureusement vous avez perdu quelqu'un. Si vous vous apprêtez à acheter une première maison, j'ai un beau programme en ligne qui s'appelle La Trousse Protège-toi, toi, T-O-I-T, hein, avec le petit accent complexe du toit, le toit, sur le I. Voilà. J'ai aussi une formation en démarrage entreprise où je vous explique le côté légal des choses. Ce sont toutes des choses qui sont disponibles sur le www.marie-josée-saint-laurent.com. Merci, bonne journée.